Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'aventure à la date du 15 juillet 1799, durant l'expédition d'Égypte, qui bat son plein. Le soleil du désert est brûlant. En quête de gloire, le général Bonaparte a entraîné ses troupes vers le pays des pyramides. Son but est avant tout de contrôler la Méditerranée et la route vers les Indes, pour s'opposer à la Grande-Bretagne, alors en guerre contre la France. Mais ce projet militaire se double d'une véritable aventure scientifique. Derrière les soldats se pressent plus de 167 artistes et savants qui se livrent à une étude totale du pays. La faune, la flore, les arts, les mœurs, tout est observé, mesuré, étudié, découverte en Égypte par les forces napoléoniennes. Cette stèle d'apparence ordinaire constitue la clé, pas uniquement de l'Égypte antique, mais du déchiffrement en lui-même. Vous voulez en savoir plus sur la pierre de Rosette? Venez avec moi. La pierre de Rosette mesure 1 mètre de haut, 75 cm de large, 28 cm d'épaisseur et près de 760 kg. Mais la pierre est seulement un fragment d'une stèle en grand nodiorite noir. Mais ce qui apparaît immédiatement comme exceptionnel, ce sont ses inscriptions. Le même texte, un décret émis sous le règne du pharaon Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ, est rédigé dans 3 écritures différentes. Hiéroglyphique, égyptien démotique, une forme simplifiée des hiéroglyphes, et grec. Les savants tiennent de quoi percer le mystère de l'écriture égyptienne. Le sujet en lui-même n'a pas grand intérêt. La pierre contient une série de mesures pour le culte de Ptolémée V, divinisé, en remerciement des nombreux dons qu'il avait fait au temple égyptien. Mais comme il s'agit d'un acte officiel, le texte est traduit en grec, langue de l'administration de la dynastie Lagide, de manière presque littérale. De ce fait, les 3 versions peuvent être aisément confrontées. Dans la geste de l'expédition d'Égypte de mai 1798 à octobre 1801, parmi de nombreux acquis d'ordre scientifique, consignés en particulier dans la célèbre description de l'Égypte, se distingue la découverte de la pierre de Rosette, document fameux qui ouvre la voie au déchiffrement des hiéroglyphes. En juillet 1799, se poursuivaient des travaux de terrassement dans une ancienne forteresse ottomane édifiée à l'embouchure de la branche occidentale du Nil, non loin de la bourgade de Rosette. Une flotte ottomane venait de débarquer sur la plage voisine d'Aboukir, une armée qu'une charge de Murat devait bientôt mettre en déroute. Les travaux étaient dirigés par un jeune officier du génie qui avait juste passé en Égypte même son examen de sortie de l'école polytechnique, Pierre-François Xavier Bouchard. Soudain, son attention fut attirée par un bloc de pierre noire, haut de près d'1 mètre, écorné à sa partie supérieure et sur le côté. Il portait des inscriptions en 3 sortes de caractères. En haut, des hiéroglyphes finement ciselés. Au centre, 32 lignes d'une graphie cursive. En bas, 54 lignes d'un texte en grec. Lorsque les hommes de Pierre-François Xavier Bouchard découvrent cette stèle qui allait changer la face du monde le 19 juillet 1799, ils ne procédaient pas à des fouilles archéologiques. En réalité, ils réalisaient des travaux de construction de dernière minute. Les soldats français occupaient un fort délabré à Rosette en Égypte. Ils n'avaient que quelques jours pour préparer leur défense contre les troupes de l'Empire ottoman. Alors qu'ils démolissaient un mur construit à partir de débris des sites antiques égyptiens des alentours, ils découvrent un grand morceau de pierre recouvert de 3 types d'écriture, notamment du grec ancien. Intrigué, Bouchard se demande si la pierre raconte la même histoire dans 3 langues différentes. Il partage sa trouvaille à des savants français venus sonder l'Égypte en quête de trésors archéologiques. Cette stèle n'était autre que la pierre de Rosette. Les lettres et les symboles soigneusement inscrits dans sa paroi sombre allaient révéler la gloire des anciennes civilisations égyptiennes. Avant tout, néanmoins, les experts devaient réussir à déchiffrer ces secrets. Ce morceau de pierre granitique, mesurant 1,20 m de haut, 76 cm de large, faisait partie d'une stèle aujourd'hui perdue, bien plus grande. Bien que le texte soit incomplet, sa valeur était inestimable.
Il s'agit d'une déclaration proclamant un culte royal voué à Ptolémée V, roi égyptien, ayant pris le trône en 204 avant Jésus-Christ jusqu'en 180 avant Jésus-Christ. À l'époque, la dynastie ptolémaïque était en guerre contre l'empire séleucide de Antiochos III le Grand de 123-187 avant Jésus-Christ, faisant face à une révolte civile également. Cette déclaration fut adoptée par un conseil de prêtres, lesquels l'utilisent pour honorer le pharaon et déclarer leur loyauté à son égard. Leur déclaration fut inscrite sur la stèle en 3 langues différentes. Des stèles identiques devaient être placées dans chacun des temples d'Égypte. Revenons à 1798, lorsque les forces napoléoniennes envahissent l'Égypte alors sous domination ottomane. Les forces conquérantes étaient également composées de scientifiques et d'historiens. Ils sondent le pays afin de décrire ce qu'ils y trouvaient. Les égyptologues rassemblent de nombreux artefacts qu'ils avaient l'intention de rapporter en France, notamment la pierre de Rosette. L'ingénieur des ponts et chaussées en mission dans le Delta adresse à ses collègues de l'Institut d'Égypte un rapport qui fut communiqué à la 31e session du 29 juillet. Le 15 septembre 1799, on peut lire dans le numéro 37 du Courrier d'Égypte, cette pierre offre un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques. Peut-être en donnera-t-elle la clé. Aussitôt, l'orientaliste Joseph Marcel, directeur de l'imprimerie en appliquant sa méthode de l'autographie pour obtenir une reproduction du texte que le général Dunga, rentrant en France en mars 1800, communique à l'Institut de France. À la fin d'octobre, Bonaparte lui-même range parmi les gains majeurs de l'expédition les fouilles d'Alexandrie, l'étude du percement de l'isthme de Suez et la découverte de la pierre de Rosette. De leur côté, d'autres méthodes de reproduction avaient été mises au point par Nicolas Conté, qui traite l'inscription comme une sorte de cuivre gravé, et par Adrien Raffneau d'Elle-Île, qui réalise un moulage à base de soufre. Si l'expédition recueille d'autres documents comparables à la fois en Égypte et en grec, à Mensouf puis au Caire, formant le seuil de la mosquée de l'émir Kour, ce fut la pierre de Rosette, le mieux conservé, qui connut la célébrité. Mais les Britanniques souhaitaient eux aussi prendre possession de l'Égypte. En 1801, ils renversent les forces françaises. Les Français reçurent l'autorisation d'évacuer. Mais les Britanniques exigent la livraison de leur collection d'antiquités avant leur départ. Au moment de la capitulation de 1801, alors que les savants français rencontrent tant de difficultés pour conserver leurs notes et papiers personnels, les Anglais, vainqueurs, exigent la livraison des monuments antiques avec 2 obélisques, des sarcophages, le point colossal de Ramsès II. La pierre de Rosette fut considérée comme prise de guerre. Ainsi, en 1802, la pierre de Rosette fut acheminée à Londres. Elle fut exposée au British Museum presque immédiatement après son arrivée, devenant un des joyaux du British Museum à Londres, où jamais ne se rend Champollion. La valeur de cette pierre allait bien au-delà de l'esthétique. Depuis longtemps, les chercheurs s'interrogent sur la signification des inscriptions picturales appelées hiéroglyphes, gravées dans les stèles égyptiennes. Puisque son contenu était identique dans les 3 langues, les experts estimaient que la pierre de Rosette pouvait contribuer à percer ce mystère. Ils s'empressent donc de traduire les caractères de la pierre. Bien que de nombreux savants de toute l'Europe participent à ce déchiffrage, les 2 contributions les plus importantes furent celles du Britannique Thomas Young et du Français Jean-François Champollion. Thomas Young, un polymathe britannique célèbre pour ses découvertes scientifiques, décide d'arborer ce mystère comme un problème mathématique. Après avoir traduit le texte en grec ancien, il prit des notes détaillées sur les hiéroglyphes et tente de faire correspondre systématiquement chaque caractère à sa traduction. Il compare également les glyphes de la pierre à d'autres gravés dans des statues. Young réussit à identifier le son phonétique correspondant à certains des glyphes, à déchiffrer certains caractères et à comprendre comment se formait le pluriel de certains mots. Ce fut toutefois le français Jean-François Champollion, considéré comme le père de l'égyptologie, qui finit par déchiffrer le code en 1822. Alors que Young n'avait aucune expérience de la langue égyptienne, Champollion, lui, parlait couramment le copte et avait de vastes connaissances sur l'Égypte.
Il comprend que les inscriptions démotiques, le troisième système d'écriture figurant sur la stèle, véhiculaient les syllabes et que les hiéroglyphes représentaient les phonomènes coptes. Il venait de là mettre au jour une véritable découverte. La légende raconte que Champollion, fou de joie, se précipite dans le bureau de son frère et s'écrie « Je tiens mon affaire !» avant de tomber dans un coma de 5 jours. Le texte grec fut vite traduit. C'était le décret d'un synode de prêtres égyptiens réunis en 192 avant Jésus-Christ, instituant un culte en l'honneur de Ptolémée V, Épiphane. Il indique que le texte serait aussi affiché en langue indigène. Aussitôt, la sagacité des savants s'attaque à la partie médiane en démotique. En 1802, vient paraître 2 études, l'une du célèbre Sylvestre de Sassy, l'autre d'un diplomate suédois, Akblart. À quelques intuitions justes se mêlaient des erreurs sans qu'on puisse discerner le vrai du faux. À partir de 1814, l'illustre physicien anglais Thomas Young s'attaque avec ardeur et parfois succès aux 2 versions démotiques et hiéroglyphiques. Il était réservé cependant à Jean-François Champollion de résoudre l'énigme des hiéroglyphes. Enfant prodige, maîtrisant toutes les langues anciennes et orientales, adolescent enthousiaste, qui réalise vite que le copte lui montrerait les chemins vers l'Égypte pharaonique. Travailleur acharné jusqu'à l'obsession, joignant à l'étude de la pierre de Rosette celle de tous les documents à sa disposition, en particulier des inscriptions nouvellement découvertes en Nubie. Il identifie les noms de Thoutmosis, Ramsès, analyse les cartouches des pharaons, macédoniens et romains. Si la découverte de la pierre de Rosette a un rôle décisif dans le déchiffrement de l'écriture, Champollion ne l'a jamais vu directement. En effet, l'œuvre a été saisie par les Anglais lors de la capitulation des Français en 1801. En guise de butin de guerre et transférée au British Museum, où elle se trouve encore aujourd'hui. Plusieurs copies et estampages ont été réalisés et diffusés dans toute l'Europe, permettant à de nombreux savants de tenter de révéler le défi que représentait le déchiffrement des hiéroglyphes. Comme la plupart de ses confrères, Champollion travaille ainsi à partir de copies. Le texte de la pierre l'intéresse dès 1809. Il n'a alors que 18 ans, mais étudiant, précoce, il est déjà professeur d'histoire ancienne. Avec une bonne copie, je suis en état d'envoyer dans 1 mois un mémoire raisonné sur cette inscription, en plaçant sous chaque groupe hiéroglyphique le mot français et le mot égyptien cursif. Jean-François Champollion à Jacques Joseph, le 28 mars 1818. Champollion se sert de cette pierre pour créer un alphabet phonétique des caractères hiéroglyphiques. D'autres chercheurs s'appuient ensuite sur son travail pour traduire la pierre dans son intégralité. Le travail de cet égyptologue fut finalement étayé par la découverte et la traduction du décret de Canope, une autre stèle où sont gravés des hiéroglyphes, des inscriptions démotiques et du grec ancien. La traduction de la pierre de Rosette devient alors le pilier de l'égyptologie et la stèle emblématique fut reconnue comme l'un des artefacts les plus importants de toute l'histoire. Pourquoi la pierre de Rosette, d'apparence plutôt banale, conserve-t-elle un tel prestige encore aujourd'hui, près de 2 siècles après la révélation de son secret ? En 2007, John Ray, un égyptologue, a confié que la pierre constitue réellement la clé, pas uniquement de l'Égypte antique, mais elle est la clé du déchiffrement en lui-même. Nous savons que de vastes civilisations avaient existé, mais elles s'étaient tues. Avec le décryptage de la pierre de Rosette, elles ont pu faire entendre leur propre voix, et soudainement, des domaines entiers de l'histoire ont été révélés. Comme on l'a vu, découverte à Rosette en 1799 par le lieutenant François-Xavier Bouchard, lors de l'expédition du général Bonaparte en Égypte, 1798-1801. Elle fut prise en butin de guerre par l'armée anglaise après la défaite des Français à Aboukir. La pierre de Rosette est conservée depuis lors au British Museum de Londres. Cette stèle porte un décret dit de Memphis, promulgué à l'issue d'une assemblée de prêtres d'Égypte. Le texte confirme l'établissement d'un culte en l'honneur du jeune pharaon Ptolémée V, Épiphane, en échange de privilèges accordés aux membres du temple. Le décret est rédigé en 3 écritures. En hiéroglyphe, l'écriture traditionnelle des textes sacrés et officiels.
En démotique, l'écriture cursive utilisée pour les échanges quotidiens. En grec, la langue de la dynastie Lagide. Cette inscription permet à Jean-François Champollion, grâce à sa connaissance du grec et du copte, d'identifier plusieurs signes. Il repère le nom de Ptolémée dans le texte démotique et déchiffre les caractères hiéroglyphiques correspondants, inscrits dans un cartouche. Son travail sur la pierre de Rosette fut un moment important dans le déchiffrement, mais c'est seulement après avoir dépouillé une masse énorme de documents de toute époque et de nature variée que, selon la tradition Champollion, se serait écrié le 14 septembre 1822 « Je tiens mon affaire !» Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.